Bien, mes chers collègues, nous allons commencer notre audition de ce matin en recevant M. Roch-Olivier Mestre, président de l'ARCOM, afin d'évoquer, en tout cas c'est l'objet premier de notre audition de ce matin, d'évoquer le rapport annuel du régulateur de la communication audiovisuelle et des numériques pour 2021. Comme nous le faisons chaque année, je pense que notre audition de ce matin débordera et ira bien au-delà de la question du rapport de 2021, puisque effectivement, nous avons un certain nombre de sujets d'actualité à analyser avec vous, sans les citer de manière exhaustive. Il y a déjà le renouvellement prochain du processus de renouvellement des mandats des présidents de Radio France et de France Média Monde. L'ARCOM est aussi au cœur des débats sur les évolutions capitalistiques du secteur initiées par la mise en vente du groupe M6. Nous recevions hier Benoît Cœuré, président de l'autorité de la concurrence, et bien noté qu'il y avait un certain nombre de questions que nous lui avions posées pour lesquelles il vous a renvoyé aux réponses. Donc nous attendons de votre part des réponses à ces questions. Nous y reviendrons bien entendu. Alors que l'ARCOM avait estimé dans son avis rendu à l'autorité de la concurrence que le rapprochement entre TF1 et M6 pouvait être envisagé au prix de l'adoption de certains remèdes, l'autorité de la concurrence en a jugé autrement. Comme nous l'a rappelé hier son président, les deux entreprises concernées se retrouvent donc aujourd'hui dans une situation délicate, avec la nécessité de définir une nouvelle stratégie dans un calendrier extrêmement contraint. Cette situation interpelle les législateurs que nous sommes, car elle s'inscrit dans un paysage dont semble absent l'initiative publique. Le précédent quinquennat n'a pas permis, en effet, de moderniser véritablement la loi de 1986 sur les questions de concurrence et de réglementation de la production afin de les adapter à l'arrivée des plateformes. La réforme de l'audiovisuel public n'a pas abouti, tandis que la réforme de son financement est au milieu du gué. L'avenir du secteur de l'audiovisuel dans son ensemble dépendent de décisions prises par des investisseurs qui ne sont pas tous français et des autorités indépendantes dont le rôle n'est pas de définir une politique industrielle, comme l'a rappelé hier le président de l'autorité de la concurrence. Peut-être pourrez-vous nous dire, Monsieur le Président, ce que vous attendez de l'État et du législateur pour essayer de sortir de cette situation? Quelles sont, selon vous, les urgences? Au chapitre des urgences, le conflit qui perdure entre Canal+ et TF1 sur la distribution constitue pour nous un autre sujet de préoccupation. Le différend semble aujourd'hui porter autant sur une question commerciale que sur la maîtrise des contenus à travers les univers applicatifs des deux acteurs. Que peut faire le régulateur pour favoriser un compromis? Faut-il envisager une disposition législative pour assurer que l'ensemble des Français pourront recevoir les chaînes de la TNT en dépit des désaccords commerciaux entre les acteurs? Autant de questions sur lesquelles nous souhaitons vous entendre, Monsieur le Président. Je vous proposerai, Monsieur le Président, de revenir sur ces différents aspects dans un bref propos liminaire, après quoi vous serez interrogé par notre rapporteur pour les crédits audiovisuels, Jean-Raymond Hugonet, et bien sûr, chacune des sénatrices et sénateurs qui le souhaiteront pourront également intervenir. Je rappelle enfin que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site du Sénat. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, c'est avec grand plaisir que je retrouve ce matin votre commission pour l'audition traditionnelle sur notre rapport d'activité. C'est pour moi toujours un plaisir de vous retrouver, votre commission ayant, nous le savons, un rôle particulièrement actif sur les questions qui relèvent de notre champ de compétences. Comme chaque année, ce moment sera l'occasion d'un échange, vous l'avez dit, Monsieur le Président, sur l'actualité de notre institution, d'une institution qui est toute neuve. Nous sommes
la dernière des autorités administratives créées par le législateur, puisque l'ARCOM est né le 1er janvier dernier. Je souhaite d'emblée vous dire que notre autorité est pleinement en ordre de marche depuis le 1er janvier, grâce à un travail de préfiguration qui avait été mené de longue date tout au long de l'année précédente, et une pleine adhésion à la fois des équipes de l'ADEPI et de ses dirigeants, et des équipes et des dirigeants du CSA. Donc dès le 1er janvier, nous étions en ordre de marche, avec un collège qui est désormais élargi à 9 membres, 2 membres de plus. Je tiens à souligner que c'est un collège dont les membres sont désignés par 5 autorités différentes, accentuant donc, si besoin en était encore, son indépendance. L'organisation de l'institution a été également revue pour vraiment croiser les compétences de l'ancien CSA et de l'ancienne ADEPI, donc pour vraiment marier les compétences et ne pas se contenter d'une simple juxtaposition. Nous conservons, je le dis devant les sénateurs aujourd'hui, notre représentation en région avec 16 antennes régionales, dont 4 outre-mer, qui nous permet d'être au contact et au plus près des médias de proximité. Je pense en particulier aux radios et télévisions locales qui jouent un rôle important dans la vitalité audiovisuelle du pays. Une autorité, je le rappelle, qui avec les deux autorités fusionnées rassemble 355 agents, et nous avons élaboré depuis le 1er janvier donc un projet stratégique que nous allons adopter de façon imminente au sein du collège pour bien fixer les priorités de cette nouvelle institution et les orientations prioritaires pour les 3 prochaines années. Et bien évidemment, j'aurai l'occasion de vous communiquer ce document. Alors, depuis sa mise en place, ça sera mon premier point, l'institution est à pied d'œuvre pour déployer les nouvelles compétences que vous nous avez confiées. Vous savez que le Parlement nous a confié de nombreuses nouvelles missions au cours de la législature écoulée. 8 textes de loi sont venus croiser la route de l'institution, pas négligeable. Et je veux commencer d'emblée par la lutte contre le piratage des contenus culturels et sportifs, parce que c'est un domaine sur lequel le Sénat a joué un rôle très, très important. Vous êtes beaucoup investi sur ce sujet. Et je vais vous dire d'emblée que les dispositions législatives que vous avez adoptées remplissent pleinement leur rôle. Je rappelle que le manque à gagner des pratiques illégales était estimé pour l'année écoulée à 1 milliard d'euros. C'est énormément d'argent, de manque à gagner pour la création, pour les ayants droit des manifestations sportives. Et le nouveau cadre juridique que nous déployons nous permet d'avoir une action beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactive, grâce à un dialogue bien organisé entre le juge, les ayants droit de ces manifestations, les fournisseurs d'accès et nous-mêmes. Et c'est un cadre qui nous permet en particulier d'agir très, très rapidement pour les manifestations sportives. Les ayants droit donc, peuvent saisir le juge maintenant aux fins de blocage et de déréférencement des services qui diffusent des manifestations de manière illicite. À l'issue de la décision du juge, donc, les fournisseurs d'accès bloquent les sites, et en cas de réapparition de sites miroirs, ce qui est souvent le cas en la matière, cette fois, c'est l'autorité administrative qui peut demander le blocage des sites. Depuis le 1er janvier, vous donner un ordre de grandeur, ce sont plus de 800 sites illicites qui ont été bloqués de cette manière, permettant de diminuer de 50% le piratage sportif au cours du premier semestre. Donc, si vous dire l'impact des mesures que vous avez votées, je tenais à le souligner. J'imagine que vous avez eu ou vous aurez l'occasion d'entendre les représentants des ayants droit, donc je pense à Canal+ ou Being Sport pour ce secteur, qui vous diront leur satisfaction. Et nous sommes engagés maintenant avec les fournisseurs d'accès et les représentants des ayants droit dans une procédure qui nous permettra d'automatiser la chaîne pour encore aller plus vite dans le blocage des sites. Donc, premier chantier que nous avons mis en œuvre sans délai. Deuxième chantier, la supervision des plateformes en ligne, donc a occupé également une place importante dans notre activité. D'abord, la lutte contre la manipulation de l'information, qui était bien sûr un sujet particulièrement sensible en période électorale.
Nous allons publier vers la mi-octobre, je pense, et vous en serez naturellement destinataire, le 3e bilan d'application de la loi dite Infox ou anti-Infox de décembre 2018. Et vous verrez les enseignements. La Commission nationale de contrôle de l'élection présidentielle a d'ailleurs salué ce point-là, que cette régulation commence, on pourra y revenir au cours de l'audition, à porter ses fruits. Nos compétences ont été, vous le savez, aussi complétées par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Et puis surtout, cette régulation des plateformes a pris une dimension européenne très forte, avec l'élaboration, enfin l'adoption qui est en phase finale maintenant, et vraisemblablement la publication du texte avant la fin du mois de décembre de cette année, du nouveau règlement européen sur les services numériques, auquel nous avons contribué activement dans le cadre du groupe des régulateurs européens, où nous sommes très impliqués. Et nous suivons donc maintenant, nous allons suivre de très près la mise en œuvre de ce texte qui ouvre vraiment une nouvelle frontière, je dirais, pour la régulation de ces acteurs, même si on peut toujours souhaiter aller plus loin. C'est une étape très, très importante. De ce point de vue, nous souhaitons pour notre part que l'autorité de coordination française, qui est prévue dans ce règlement européen, donc sous le sigle de DSC, puisse être désignée rapidement. Je l'évoque devant vous parce que ce sera une compétence du législateur. Il faudra un petit texte de loi pour désigner cette autorité. Et donc, au regard de la compétence que nous avons acquise ces dernières années, du dialogue très nourri que nous avons avec les plateformes, il nous semble, il reviendra au législateur d'en décider, que l'ARCOM pourrait être cette autorité de coordination nationale en liaison, bien sûr, avec les autres autorités concernées par ces sujets. Je pense en particulier à la CNIL. Je l'évoque ce dossier pour vous dire quand même que la dimension européenne de la régulation va aujourd'hui croissant. Nous avons devant nous un nouveau texte qui a été déposé par la Commission européenne. On pourra peut-être en dire un mot également il y a quelques jours encore seulement sur la liberté des médias, donc l'EMFA. Nous serons nous-mêmes impliqués dans le board, dans le comité de pilotage de l'ERGA à compter de l'année prochaine, pour y jouer un rôle crucial. Et au titre de la dimension internationale de l'activité, donc je vous indique que je prendrai début octobre la présidence du réseau des régulateurs francophones. Nous réunissons tous les présidents de l'ensemble des autorités francophones, notamment du continent africain. Et je prendrai la présidence de cette institution et ce sera l'occasion, bien sûr, de partager nos expériences et notamment les modèles européens sur la régulation des plateformes. Troisième domaine nouveau pour nous, c'est d'actualité avec la publication d'un rapport par le Sénat hier soir. C'est une mission particulière de protection des mineurs face au contenu pornographique. Donc je rappelle que nous avons mis en demeure 7 sites, les plus importants en l'occurrence, contrevenant aux dispositions de la loi adoptée sur amendement du Sénat en 2020. Nous avons par ailleurs saisi le tribunal judiciaire en constatant que les mises en demeure n'avaient pas été suivies des faits. Une audience s'est tenue donc tout récemment, le 8 septembre, et le juge, à ce stade, décidé de recourir à une procédure de médiation, donc qui va démarrer là dans les jours qui viennent. Nous avons souhaité que cette médiation soit d'une durée relativement courte, parce que le temps, depuis l'adoption de la loi, s'est écoulé et s'écoule vite. Et donc la balle, à nos yeux, est maintenant dans le camp des sites, et j'espère que cette médiation sera l'occasion pour eux de proposer des dispositifs efficaces répondant à la volonté du législateur qui s'est encore exprimé hier soir à travers ce rapport. Nouvelles compétences également, et pas des plus légères, si je puis employer cet adjectif. Nous déployons une autre mission depuis l'entrée en vigueur du règlement terrorisme, qui est la supervision de la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques. Un membre du collège de l'ARCOM, donc qui est une magistrate judiciaire qui a été désignée par le premier président de la Cour de cassation, prend en charge donc la mission qui était autrefois assurée par la CNIL de contrôle des demandes de blocage, de retrait et de déréférencement
des sites d'apologie du terrorisme et de pédopornographie qui sont adressés par la plateforme Pharos, la plateforme du ministère de l'Intérieur. L'ordre de grandeur, je le cite devant vous, est spectaculaire. J'avoue que j'en étais moi-même très impressionné. C'était quand même plus de 130 000 contenus qui ont dû être vérifiés au titre de l'année 2021. Des chiffres qui sont d'ailleurs en augmentation quand on regarde les statistiques de la CNIL sur ces dernières années. Donc, vous le voyez, une institution qui est pleinement en ordre de marche depuis sa création et qui mute progressivement pour bien épouser son temps, pour bien épouser son époque, et notamment dans l'univers digital. Mais bien sûr, ce sera mon second point, l'ARCOM a été tout aussi active sur ses missions traditionnelles avec des dossiers majeurs qui nous ont occupés ces derniers mois, qui nous occupent encore très activement, en particulier depuis cette rentrée. 2021-2022 ont d'abord été marqués pour nous par des échéances électorales de premier plan. Les élections régionales, le 3e référendum en Nouvelle-Calédonie, le scrutin présidentiel et les élections législatives. Et dans le cadre de notre mission de préservation du pluralisme politique à l'antenne, nous avons veillé de très près au bon déroulement de ces rendez-vous démocratiques majeurs sur les chaînes de télévision et de radio. Nous allons là aussi publier, comme nous le faisons après chaque élection nationale, notre bilan de cette période, qui comprendra pour la première fois, j'ai fait allusion tout à l'heure, un volet sur les plateformes en ligne que nous avons impliquées cette fois-ci dans le processus. Nous avions réuni toutes les plateformes dès le mois de janvier, nous les avons réunies tous les 15 jours pendant le processus électoral, et vous le verrez, on note de vrais progrès, notamment par rapport à la période 2017. Sans dévoiler le contenu de ce rapport, je veux souligner devant vous que les médias audiovisuels ont joué un rôle majeur pour ces élections, période post-pandémie. Vous le savez, il y a eu beaucoup moins de meetings politiques qu'il y en a traditionnellement en période de campagne électorale pour des raisons évidentes. Le débat s'est largement concentré à travers les médias audiovisuels. Le volume de programmes consacrés à la campagne a été tout à fait significatif. Et même si on a été obligé ici ou là de faire quelques rappels au regard du principe du pluralisme, globalement, les choses se sont correctement déroulées. Nous serons peut-être amenés à faire, dans le rapport que j'évoquais, dans le bilan que j'évoquais, quelques propositions tout de même d'amélioration des principes et des règles que nous déployons. Vous savez que toutes ces règles sont pour l'essentiel fixées par la loi elle-même, donc le régulateur a une marge de manœuvre qui est assez restreinte. Et c'est vrai qu'avec le développement des réseaux sociaux et l'évolution du paysage, peut-être que certaines de ces règles pourraient gagner à être revisitées. Donc en tout cas, on s'attachera à être force de proposition. Je crois que le Sénat lui-même envisage d'engager un travail sur les sondages. Donc ce sera peut-être l'occasion, si la mission parlementaire qui lancera ses travaux le souhaite, de nous entendre et nous pourrons partager nos réflexions sur le sujet. Dans une période où, à l'actualité nationale et internationale très dense, notre vigilance a aussi été constante pour veiller, bien sûr, à notre première mission, veiller à la liberté d'expression, à la rigueur de l'information, à la maîtrise de l'antenne. On a été amené donc à faire un certain nombre d'interventions auprès des médias, sous forme de mise en demeure ou de mise en garde, comme nous le faisons traditionnellement. De même, dans le contexte très particulier que nous traversons de la guerre ukrainienne, nous avons contribué de manière très active pour la France, enfin même de manière décisive, à la mise en œuvre des sanctions qui avaient été adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre notamment des chaînes RT France et Rosia 24. Et vous avez vu qu'on a par ailleurs mis en demeure la société Eutelsat, donc l'opérateur satellitaire européen, de cesser la diffusion de NTV Mir, qui était une chaîne relayant activement la propagande russe et qui, à nos yeux, enfreignait les règles dont nous sommes chargés. Au-delà de ces missions liées au pluralisme et à la déontologie des programmes, l'ARCOM a aussi continué à accompagner la transformation des médias. Je pense qu'on va y revenir au cours de cette audition. Les transformations du paysage sont très fortes.
Je commencerai peut-être par la radio, à laquelle les Français sont très attachés. C'est le média qui a leur préférence dans les sondages d'opinion. Ils l'écoutent beaucoup. 3/4 des Français écoutent la radio tous les jours, en moyenne quotidienne 2h42. Je me demande parfois où est-ce qu'ils trouvent le temps, mais c'est en tout cas la statistique moyenne. C'est un média qui a célébré ses 100 ans l'année dernière. On avait souhaité à cette occasion organiser une fête de la radio. Et c'est l'occasion, bien sûr, de réfléchir à l'avenir de ce média. Et comme vous le savez, donc, le régulateur a accéléré très fortement le déploiement de la radio numérique. Toute chose égale par ailleurs un peu l'équivalent de ce qu'a été dans les années 2000 la TNT pour la télévision, donc ce qu'on appelle le DAB+, du nom de la norme, qui a connu une avancée importante, qui va encore connaître une avancée significative cette année, puisqu'on pense fin 2023 couvrir 50% de la population métropolitaine, qui seront couvertes par cette nouvelle norme de diffusion et qui permet à la fois d'améliorer le confort d'écoute, notamment en mobilité, puisque le signal, vous circulez notamment sur l'autoroute, le signal vous suit en permanence sans qu'on ait la perte de fréquence qui se met à grésiller. Je l'évoque devant vous parce que dans cette phase de déploiement, vous savez que notre paysage radiophonique comporte énormément de radios associatives, de radios de proximité, vous les connaissez dans vos territoires. C'est pour elles une charge quand même, puisqu'elles doivent assumer les coûts de diffusion en modulation de fréquence et les coûts de diffusion maintenant en DAB+, le temps que le DAB+, se déploie vraiment. Et donc, nous soutenons quand même l'idée d'un accompagnement de ces radios plus fragiles, de ces radios associatives dans cette phase de déploiement. Et de même, nous avons incité tous ces acteurs maintenant, et ils l'ont fait puisqu'ils viennent de créer une association en ce sens, de déployer une communication active pour mieux faire connaître le DAB+, au grand public. Toujours en radio, nous avons un dossier en cours, dossier important, qui est l'évolution de la gouvernance et de la nature des activités radiophoniques du groupe Lagardère à la suite de l'OPA de Vivendi, donc un dossier qui est, je crois que vous l'avez entendu hier, en partie, enfin pas en partie, qui est traité devant la commission de Bruxelles, mais qui aura pour nous un volet radiophonique, puisque tout changement de contrôle d'un opérateur qui détient une autorisation doit être agréé par le régulateur. Et naturellement, la transformation du secteur concerne très directement la télévision. Vous êtes particulièrement au fait de ce dossier, et je pense au projet désormais abandonné de fusion entre TF1 et M6, qui a bien sûr mobilisé très activement et les services et le collège de l'autorité pendant plusieurs mois. Nous avons souhaité rendre public notre avis, bien que l'autorité de la concurrence n'ait pas rendu de décision sur ce dossier, puisque les demandeurs ont retiré leur dossier, donc elle n'a pas eu à statuer. On sait, le président Querret a eu l'occasion devant votre commission d'exposer le raisonnement qui était le sien, mais il n'y a pas eu formellement de décision sur ce dossier. Il nous a paru quand même utile, par souci de transparence, de rendre public l'avis que nous avions rendu à l'autorité de la concurrence. J'ajoute tout de suite que pour nous, c'était qu'une toute petite partie du dossier. La loi prévoit une double procédure, une procédure devant l'autorité de la concurrence et une procédure d'agrément des changements de contrôle devant l'ARCOM. Au titre de la procédure devant l'autorité de la concurrence, celle-ci a souhaité connaître notre avis au regard de ses compétences propres du droit de la concurrence. Et donc, nous avons rendu un avis sur la problématique des marchés, marché de la publicité, marché de la distribution, marché des droits. Mais bien évidemment, au titre de la procédure de changement de contrôle, d'agrément du changement de contrôle, pour lequel la loi nous impose de réaliser une étude d'impact. Nous nous étions mis en ordre de marche pour préparer et publier cette étude d'impact, et bien évidemment pour faire part très explicitement de nos attentes en matière de pluralisme, qui est le cœur de notre mission. Pluralisme au sens large d'ailleurs, c'est le pluralisme bien évidemment de préservation de la pluralité des courants de pensée et d'opinion à l'égard d'acteurs qui concentrent une part importante de l'information, mais aussi pluralité des guichets de financement de la création. Donc cet avis ne donne qu'une partie de l'avis, si je puis dire, de l'autorité sur l'ensemble de cette opération, mais la deuxième partie, bien évidemment, s'est interrompue puisque le dossier a été retiré par les protagonistes. On pourra y revenir. Nous sommes engagés, du coup, pleinement
déjà depuis quelque temps, on pourra en reparler au cours de cette audition, sur la procédure de renouvellement des autorisations respectives de TF1 et M6 qui, comme vous le savez, arrive à échéance au mois de mai 2023. Donc, il y a un compte à rebours calendaire qui est d'ores et déjà enclenché. Une consultation publique des acteurs du secteur est en cours. On a laissé un petit peu plus de temps aux acteurs compte tenu de la décision de Bouygues de retirer son dossier. Donc, cette consultation publique prendra fin le 10 octobre prochain. À l'issue de cela, donc, nous allons, au vu des contributions que nous allons recevoir, élaborer notre étude d'impact que prévoit la loi, qui sera naturellement publiée conformément au texte législatif. Et puis ensuite, il y aura la procédure d'appel à candidature formelle, examen des candidatures, sélection des candidats, après audition et négociation des conventions des futurs titulaires de ces autorisations. Donc c'est un chantier très lourd, de longue haleine, et inutile de le souligner devant vous, à fort enjeu. Et nous menons en parallèle, donc comme vous le voyez, on ne chôme pas loin de là, le renouvellement en cours de l'autorisation de Canal+, puisque Canal+ arrivait en fin d'autorisation elle aussi en 2023. La chaîne a souhaité que son autorisation soit renouvelée, ce qui était son droit, et nous avons répondu à ce droit, mais nous sommes maintenant dans la phase de finalisation de la convention liée au renouvellement de cette autorisation. Aux côtés des acteurs privés, l'audiovisuel public est lui aussi engagé dans un processus de transformation. Vous savez combien l'ARCOM est attaché au service public. La loi nous charge de veiller à son indépendance et au pluralisme de l'audiovisuel public. Je rappelle que c'est 30% de l'audience, en radio comme en télévision. C'est un poids économique de l'ordre de 4,5 milliards, qui est un petit peu plus faible que le poids économique du service public en Angleterre ou en Allemagne. Mais c'est des acteurs et des sociétés nationales qui jouent un rôle fondamental dans l'équilibre du paysage audiovisuel, que ce soit en matière d'information ou en matière d'offres de programmes, avec un soutien en particulier décisif pour le financement de la création. Et donc nous sommes très attentifs, on a fait à plusieurs reprises connaître notre opinion, y compris devant votre commission, vous le savez, attentifs au financement de l'audiovisuel public. Nous avons vu les choix qui ont été opérés, notamment pour la loi de finances pour 2023. Et nous serons, bien évidemment, on va pouvoir en parler, j'imagine, très attentifs à la suite, à l'avenir du service public. Et nous souhaitons, de ce point de vue-là, que la période qui s'ouvre, on aurait peut-être d'ailleurs souhaité qu'on commence par ça, soit l'occasion d'avoir une vraie réflexion sur quelle vision avons-nous du service public, quelle ambition avons-nous sur le service public, quelle organisation souhaite-t-on pour le service public, quelle gouvernance envisage-t-on, et donc quel financement souhaite-t-on pour ce service public. Donc, nous souhaitons que la période qui s'ouvre soit, notamment à travers les débats parlementaires, l'occasion de cette réflexion. Je ne pourrais pas énumérer tous les dossiers, mais je souhaite quand même évoquer quelques dossiers qui sont également en cours. Les premiers concernent nos compétences en matière de cohésion sociale. J'en cite un parce qu'il est nouveau, c'est la mise en œuvre de la loi climat et résilience que le Parlement a adoptée. Ce texte prévoit la conclusion de chartes d'engagement des acteurs de la publicité sous l'égide du législateur pour tendre vers une publicité plus verte, pour résumer les choses d'une formule ramassée. Cette mission conforte notre action pour réduire l'empreinte environnementale des acteurs audiovisuels et numériques. Vous savez qu'on travaille sur ces sujets conjointement avec l'ARCEP. Et donc, on a coordonné les acteurs de l'audiovisuel aussi pour qu'ils concluent ces chartes. Ils ont déposé sur le site du ministère de l'Environnement les engagements qu'ils ont pris, que ce soit au titre de leur gouvernance propre, leur RSE, ou que ce soit à travers les programmes qu'ils portent pour faire partager par les Français les bonnes pratiques à avoir au regard de la problématique de la transition numérique. Deuxième dossier que j'évoque aussi, qui nous a beaucoup occupé, c'est le soutien à la création française. Vous savez, tout le cadre réglementaire a été révisé, donc les décrets SMAD, TNT, CAPSAT, donc qui nous amènent à revoir notamment les conventions qui nous lient aux opérateurs. Le point central, ça a été
la conclusion pour une première période de convention avec les grands acteurs américains qui ciblent notre territoire, donc Netflix, Amazon Prime, Disney+, pour ne citer que cela, mais il y en a d'autres. C'est un dossier qui est dans une phase de mouvement continu. La question de la chronologie des médias est bien évidemment un sujet très, très important. Ce qu'il faut retenir quand même aujourd'hui, c'est que ce qui est en œuvre au titre de la transposition de la directive SMA est aujourd'hui unique, absolument unique en Europe. Le niveau de financement que nous avons collectivement par la transposition de cette directive, par les textes réglementaires qui ont été mis en œuvre, par l'action du régulateur et par l'implication des opérateurs, le niveau de financement n'a aucun équivalent dans les pays de l'Union. Celui qui nous suit, mais encore de loin, c'est l'Italie. Et donc, l'exception culturelle française a été très fortement défendue et préservée par le travail collectif des autorités françaises. Il faut, je crois, s'en réjouir. Voilà, donc vous voyez, depuis sa création, l'ARCOM a donc déployé ses missions nouvelles, poursuivi ses missions historiques. Un petit mot, puisque j'ai la chance d'être devant vous aujourd'hui et que le débat parlementaire va bientôt commencer. Vous savez que depuis une bonne dizaine d'années maintenant, l'autorité a assuré le déploiement de ses missions, et notamment de ses missions nouvelles, à effectif et budget constant. Et une fois n'est pas coutume, donc nous avons sollicité un renforcement de nos moyens pour porter les nombreuses et nouvelles missions et complexes missions, parce que c'est des régulations d'un genre nouveau qu'il nous faut maintenant déployer au titre de la loi de finances pour 2023. Le projet de loi de finances nous a à ce stade entendu et j'espère, en tout cas je sollicite le concours de l'ensemble des formations politiques qui sont représentées au Parlement pour venir à l'appui de notre action. Je me tiens bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci, Monsieur le Président. Et nous allons commencer la série de questions par celle de Jean-Raymond Hugonet, rapporteur des crédits budgétaires de l'audiovisuel. Merci, Président. Merci, Président, pour ce panorama, cette synthèse de l'activité de l'ARCOM. Comme l'a dit le Président Lafond dans son propos liminaire, l'autorité que vous présidez, l'ARCOM, avait indiqué que des remèdes raisonnables pouvaient permettre de répondre aux préoccupations sectorielles suscitées par le projet de rapprochement. Je vise bien évidemment l'actualité encore fraîche. Comment expliquez-vous la divergence d'analyse avec l'autorité de la concurrence et pensez-vous toujours que cette fusion était possible au regard du droit et de l'intérêt du secteur? Par ailleurs, le groupe Bertelsmann semble décidé à poursuivre la cession de M6 dans les plus brefs délais. Plusieurs candidats ont manifesté leur intérêt vendredi dernier, certains ayant déjà une présence dans les médias, d'autres pouvant être considérés comme des nouveaux entrants. Quelle serait la durée minimale d'examen par l'ARCOM d'un nouveau projet de rapprochement? Est-ce que le calendrier serait plus long si l'acheteur est déjà un acteur important du secteur des médias? Et est-ce qu'il y a un risque que l'examen par les différents régulateurs ne soit pas achevé avant le début du printemps, étant donné ce calendrier très, très contraint? Enfin, qu'est-ce qui pourrait amener l'ARCOM à ne pas renouveler en mai la licence du nouveau propriétaire d'M6? Concernant toujours, et c'est ma troisième et dernière question, concernant toujours le différend qui oppose TF1 et Canal+, on peut rappeler que le législateur avait renoncé à agir en 2018 lors d'un précédent conflit de même nature, afin de ne pas avoir à se prononcer sur le principe de la rémunération du signal des chaînes de la TNT. Ne pensez-vous pas que l'adoption d'une disposition législative concernant l'extension du must carry, que vous semblez appeler de vos vœux, risque de rouvrir le débat sur le principe même de la rémunération du signal? On peut en effet rappeler que les chaînes publiques ne font pas l'objet d'une rémunération pour leur signal et que cela constitue une forme de contrepartie à l'obligation de distribution dont elles bénéficient. Monsieur le Président, je vais vous laisser répondre à cette première série de questions. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Permettez-moi de prendre
un petit temps pour répondre à votre première question. Pour redire, hein, je l'ai exposé rapidement dans mon propos liminaire, que la procédure d'instruction de ce projet de fusion, qui était bien évidemment, chacun en a conscience, un enjeu majeur pour le paysage audiovisuel français, se traduisait par une double instruction parallèle, une instruction devant l'autorité de la concurrence, d'une part, au titre de son champ de compétences, qui est le droit de la concurrence qui est applicable dans notre pays, et puis la procédure de changement de contrôle et d'agrément du changement de contrôle devant l'ARCOM, conformément à la loi. C'est deux procédures qui cheminent en parallèle, chacune avec sa problématique. Droit de la concurrence du côté de l'autorité de la concurrence, principe posé par la loi de 86 au titre des médias audiovisuels, et qui se résume par un mot qui est celui du pluralisme au sens large du terme, qui est vraiment le cœur du métier du régulateur que nous sommes. Au titre de sa mission, donc l'autorité de la concurrence a souhaité recueillir l'avis de plusieurs autorités, le nôtre, celui de l'ARCEP, sauf erreur de ma part, je crois qu'ils ont également consulté la CNIL, et donc nous avons répondu à la demande de l'autorité de la concurrence avec un avis très circonstancié, et si les membres de la commission en ont le loisir et le temps, j'en conseille volontiers la lecture. D'abord, cet avis dit très clairement en préambule, donc c'est l'avertissement chapeau, qu'il y a bien deux procédures et que sur notre champ de compétences qui n'est pas couvert par cet avis, l'ARCOM aurait été amené à donner un avis spécifique sur la façon dont nous voyons la problématique du pluralisme au regard de cette opération. Nous nous sommes contentés de répondre à l'autorité de la concurrence sur les problématiques de nature économique qui sont de sa compétence, parce que c'était bien ça l'objet. Et donc l'analyse qui était la nôtre comme régulateur sectoriel des marchés de la publicité, du marché de la distribution et du marché des différents droits, production cinéma, audiovisuel, sportif. On a construit cet avis, vous le verrez, c'est un avis volumineux, il fait une centaine de pages, en deux parties. Une première partie, et c'est peut-être celle-là que j'inviterai les membres de votre commission à regarder attentivement, au-delà de la synthèse, parce qu'une synthèse est toujours bien sûr imparfaite. La première partie, elle est consacrée à analyser le paysage audiovisuel tel que nous le voyons aujourd'hui, en étant le plus prospectif qu'on puisse l'être à la date d'aujourd'hui. C'est un exercice toujours difficile, rien n'est plus difficile que de prédire l'avenir, mais on a essayé de voir quelles étaient les tendances de fond qui étaient aujourd'hui à l'œuvre dans le paysage. Et vous verrez dans ce panorama, il est impressionnant de voir les évolutions qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Et je crois, je l'ai dit à plusieurs reprises depuis que je préside cette autorité, qu'on aurait tort de sous-estimer ces évolutions. Je le dis à la fois pour le secteur privé, mais je le dis aussi pour le secteur public. C'est des entreprises qui aujourd'hui doivent s'adapter à un environnement qui se traduit par une très profonde évolution des usages. On a une baisse continue de la durée écoute individuelle des téléspectateurs, l'arrivée de nouveaux acteurs, le fait que les écrans sont maintenant connectés à 82%, que les usages sont beaucoup plus fracturés, 6 écrans en moyenne par foyer. Donc il y a vraiment des tendances de fond, et donc il en résulte une obligation pour les acteurs, publics comme privés, j'insiste bien sur le fait que ça concerne tout autant le service public, de pouvoir dégager les capacités d'investissement requises pour faire à la fois les investissements technologiques nécessaires pour toucher les publics là où ils sont. Le public de la télévision vieillit, et vieillit dangereusement aujourd'hui. C'est un enjeu majeur pour le privé comme pour le public. Et en même temps, consentir les investissements nécessaires pour financer une création de haut niveau, pour faire face aux évolutions du paysage et à l'augmentation des coûts, en particulier du fait de la concurrence croissante qui règne entre les acteurs. Donc c'est une première partie en disant, voilà aujourd'hui quel est le paysage dans lequel on est, et voilà un peu les tendances qui sont les nôtres. Et puis dans une deuxième partie, on a identifié les risques que comportait cette opération. Et cette opération comportait des risques. Elle comportait des risques en matière de publicité, on l'a signalé, et vu de notre point de vue, elle comportait un risque au titre du pluralisme externe. Et c'est ça qu'on a traité dans cet avis. Le pluralisme externe, c'est quoi? C'est quel effet cette opération aurait eu sur les autres acteurs de la TNT. Vous savez que les chaînes de la TNT sont en mauvaise situation économique fragile. TF1 et M6 sont des chaînes solides qui fonctionnent bien.
Mais cette opération aurait eu des conséquences au titre du marché publicitaire sur les acteurs les plus fragiles. Donc on a soulevé, comme régulateur sectoriel, ce risque lié à cette opération et on a évoqué, alors, on n'a pas eu la présomption, la prétention de vouloir se substituer à l'autorité de la concurrence, dont on savait par nature que c'était le métier. J'ajoute qu'on a les meilleures relations avec cette autorité, avec lesquelles les relations sont à la fois très confiantes, très fluides et vraiment de très bonne aloi. Voilà, on a évoqué une petite série de familles de remèdes, dont des remèdes structurels. Je signale qu'on évoquait des cessions de chaînes supplémentaires, par exemple. Ça n'a pas été relevé. La Direction générale de la concurrence l'a relevé elle-même dans son propre avis. Donc, il y avait des remèdes structurels. On a soulevé également les risques pour la distribution. L'ARCEP a fait de même de son côté, dans une tonalité qui est celle du régulateur des télécoms, mais avec une approche qui était grosso modo la même. Et on a souligné les risques sur le marché des droits en indiquant très clairement que si cette opération devait se faire, ça supposerait qu'il y ait quand même en tout cas des remèdes suffisants pour garantir une pluralité de guichets de financement et surtout pour garantir un mieux-disant culturel sur l'affaire. Donc, je ne considère pas pour ma part qu'il y ait vraiment de différence d'approche. Voilà, on a considéré, nous aussi, qu'il y avait des risques. On a donné notre point de vue et nos pistes de remède en tant que régulateur sectoriel, avec notre vision à nous du paysage audiovisuel. Bon, l'autorité de la concurrence a donné son analyse sur la façon dont elle voyait les marchés de la publicité. C'est sa mission, c'est son... Voilà, et à partir de là, les acteurs ont retiré leur dossier, dont acte, le dossier s'est arrêté. Alors, j'embraye sur votre deuxième question, j'en ai dit un mot. Je ne vais pas rentrer dans le détail, bien évidemment, pour des raisons évidentes. Le dossier qui nous occupe aujourd'hui, c'est le renouvellement des autorisations. C'est un dossier connu. Début mai de l'année prochaine, les 2 autorisations tombent définitivement. La loi nous impose donc de repartir à zéro et de lancer un appel à candidature avec des étapes précédentes qui sont en cours. Donc, consultation publique de tous les acteurs, je l'ai dit, elle est en cours. On publiera une étude d'impact, je ne sais pas exactement à quel moment, enfin, bon, disons courant fin novembre. On laissera aux acteurs le temps de réagir à notre étude. On lancera l'appel à candidature. Puis après, on verra qui est candidat. On examinera ces candidatures, on auditionnera les candidats, puisque la loi prévoit que les auditions sont publiques, et ensuite on statuera et on négociera les conventions pour être à pied d'œuvre et avoir des titulaires d'autorisation en ordre de marche à l'échéance des autorisations actuelles. Donc ça, c'est notre feuille de route du moment, c'est en cours, et c'est un processus sur lequel on déroulera la loi telle qu'elle est fixée. Alors maintenant, je lis les journaux comme vous. Je vois qu'on parle d'options possibles. À la date où je vous parle, nous sommes saisis de rien. Je redis simplement devant vous que si on devait être saisi de quelque chose, si une opération devait se faire sur le changement de capital de cette société qui est titulaire d'une autorisation, elle serait soumise donc de par la loi à la procédure d'agrément du changement de contrôle par l'ARCOM, avec l'obligation de refaire une étude d'impact spécifique, de rendre publique cette étude d'impact, recueillir les réactions à cette étude d'impact. Le calendrier est plus qu'ultra serré. Mais il est encore faisable. Le calendrier est extrêmement serré. Je suis vraiment extrêmement clair devant vous. Je le dis ici très clairement. Le processus d'appel à candidature fixe un compte à rebours qui rend les choses extrêmement contraignantes et extrêmement serrées, plus que serrées. Et j'ajoute, mais le président de l'autorité de la concurrence l'a très bien dit hier soir, que nous ne pourrions statuer sur un éventuel changement de contrôle de la chaîne M6 qu'après que les autorités de la concurrence, qu'elles soient bruxelloises ou nationales, aient statué. Donc il faudrait que ces procédures s'emboîtent. Donc quand je dis que le calendrier est très serré, je dis que le calendrier est très très serré. Troisième point, alors TF1 Canal, oui. Monsieur le rapporteur. Cette deuxième question, oui, très rapidement, mais j'avais rajouté que qu'est-ce qui pourrait amener l'ARCOM
à ne pas renouveler en mai la licence d'M6? Écoutez, je ne veux pas anticiper sur le délibéré. Vous savez, c'est comme le président de la commission des affaires culturelles. Moi, je gère un collège. C'est un collège de 9 membres avec des personnalités fortes, des services dirigés par un directeur général qui a une personnalité non moins aussi forte. Donc voilà, il faut laisser à l'instruction le temps de se faire, au collège le temps de délibérer. Gardons-en pour la prochaine fois, monsieur le rapporteur, voilà, si vous voulez bien. TF1 Canal, je vous donne le fond de ma pensée. C'est bon, c'est un litige purement commercial. Purement commercial. Voilà. C'est des acteurs, vous les entendez régulièrement, qui sont des adeptes de la liberté du commerce et de l'industrie. Très bien. Que le marché montre son efficacité, que la main invisible d'Adam Smith montre sa capacité à résoudre le conflit. Vu de notre point de vue, ce qui n'est pas acceptable, je le dis devant vous, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, c'est que le téléspectateur soit pris dans un litige commercial, qu'il y ait un différentiel de prix et une négociation. Voilà, je demande tel montant de rémunération, je trouve que c'est trop, je te demande moins, je te demande plus. Bon, voilà, ça c'est les règles du marché, très bien. Mais le téléspectateur, il n'a pas à être pénalisé dans cet exercice, parce que l'esprit de la TNT, vous le savez bien, c'est l'accès de tous les Français gratuitement sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones blanches, hein, dans les zones où on ne peut pas avoir de pylône, au signal. Et donc, j'ai proposé aux acteurs, l'opération dont on vient de parler n'a peut-être pas contribué complètement à la sérénité des débats à plusieurs reprises. Plusieurs d'entre vous me connaissent bien, un processus de médiation, bon, ce que j'aurais très volontiers fait. À ce stade, nous n'y sommes pas arrivés. Ils ont préféré la voie du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce a rendu une première décision. Il y a une autre procédure pendante devant le tribunal de commerce à l'initiative de Canal. Je le dis clairement devant vous. Moi, je souhaite qu'on trouve une solution. Et la solution, elle est à portée de main. Pour ce que je connais du dossier, elle est vraiment à portée de main. Donc, que les acteurs se remettent autour de la table. Je suis disponible 24 heures sur 24 pour le faire dès que les deux parties le souhaiteront. Et si ce n'est pas le cas, parce que ces affaires sont à répétition, moi je commençais à avoir l'espoir que le marché avait mûri et que les parties que le marché commençait à trouver un point d'équilibre. Si ce n'est pas le cas, je l'ai dit, il faudra que le législateur complète le texte de loi. Pourquoi? Parce que la loi actuelle, donc, elle impose aux éditeurs une obligation de mettre à disposition leur signal. Donc ça, c'est l'esprit de la TNT, donc ce que les anglo-saxons appellent un must deliver. Donc l'éditeur doit mettre à disposition son signal, mais il n'impose pas aux distributeurs, au titre de la liberté du commerce, de reprendre le signal. Et là, dans le cas d'espèce de Canal+, le problème, et c'est ça que j'ai visé dans mon propos, c'est la diffusion satellitaire. C'est pas la négociation sur les programmes complémentaires que porte TF1 vis-à-vis de Canal. C'est vraiment sur cette diffusion satellitaire. Et là, je pense qu'il y a deux options. Il y en a une qui était dans le dernier projet de loi audiovisuel qui n'a pas été adopté, que vous connaissez bien, monsieur le rapporteur, qui pouvait donner au régulateur un pouvoir de mesure conservatoire dans une procédure de règlement différent, qui permettrait au régulateur de dire, bon, pas de coupure de signal, maintenant on se met autour de la table, on négocie. Donc ça serait une première voie de réponse. Voilà. L'autre voie, ça serait d'imposer aux seuls diffuseurs satellitaires, hein, mon idée n'était pas un must carry comme pour le service public, aux diffuseurs satellitaires, la reprise du signal que l'éditeur a l'obligation de mettre à disposition. Bon, j'espère que la raison finira par l'emporter, c'est mon optimisme, probablement béat, c'est mon côté, voilà, peut-être trop optimiste, mais je ne désespère jamais de la nature humaine. Merci. Je vais donner la parole maintenant à un représentant par groupe et donc par ordre successif. Catherine Morin-Desailly, David Assouline, Monique de Marco, Julien Bargeton et Céline Brulin. Merci, Président, d'avoir organisé cette audition du président de l'ARCOM et celle de l'autorité de la concurrence hier. C'était très utile car notre rapporteur a été notre porte-voix face à l'incompréhension de deux avis totalement divergents sur le rapprochement TF1 M6. Pour ma part, monsieur, je respecte bien entendu le travail des autorités indépendantes, l'avis qu'elles émettent. J'avoue être
un peu dans une forme d'incompréhension par rapport d'ailleurs à ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Il faut savoir être prospectif, savoir ce que sera le paysage audiovisuel de demain. Il me semble qu'actuellement, les règles de la concurrence, d'ailleurs ça a été démontré au niveau européen, sont inadaptées à la nouvelle concurrence des plateformes à l'ère du tout numérique, et ça vaut pour bien d'autres secteurs d'ailleurs que le seul secteur audiovisuel. Donc on a l'impression que le grand bénéficiaire de tout ça, ça va être en fait le marché publicitaire et non pas les éditeurs de programmes dont dépend ce marché d'ailleurs publicitaire. Donc on a l'impression que c'est avoir une vision court-termiste des choses. Moi je voudrais vous interroger plus particulièrement sur votre réorganisation. À l'époque, quand nous avions parlé de la fusion Hadopi-CSA, nous envisagions aussi un rapprochement avec l'ARCEP. Pas une fusion, mais un rapprochement. Où en êtes-vous de ce rapprochement? Comment travaillez-vous avec l'ARCEP? Comment travaillez-vous aussi avec les autres autorités indépendantes, la CNIL, et je voudrais aussi citer l'ANSSI, car on voit bien que les questions de cyberpornographie, cyberharcèlement, c'est de la cybersécurité. Donc tout ça est très corrélé, et je pense que les autorités de régulation ont à gagner à travailler de manière extrêmement étroite. Quid des moyens aussi, dont vous avez pu bénéficier à la faveur de cette réorganisation, et comment vous projetez-vous pour le PLF 2023? Je crois que cette question des moyens est tout à fait essentielle pour les autorités de régulation. Une autre question est sur le volet nouvelles compétences, la manipulation, l'information, en tout cas la régulation, pardonnez-moi, des plateformes. Vous avez évoqué le bilan de la loi dite anti-infox. Je rappellerai que l'ensemble de cette commission s'était opposé au texte, chose assez rare à l'époque, et nous. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel avait invalidé un certain nombre de mesures de ce texte. Nous donnons raison. Pensez-vous que le DSA, l'application du Digital Services Act en l'état, va vous permettre de substantiellement améliorer cette régulation des plateformes? Pour ma part, pour en avoir été rapporteur au nom de la Commission des affaires européennes, je pense qu'on est encore en deçà en termes de moyens, notamment l'interdiction de la publicité pour les jeunes enfants, la transparence des algorithmes évalués par des autorités indépendantes et non pas les plateformes elles-mêmes. Je pense qu'il y a encore des marges de progression, mais malgré tout, pouvez-vous nous en dire quelques mots? Un petit mot également sur la lutte visant à combattre la surexposition des enfants aux écrans, notamment les moins de 3 ans, puisque nous avons voté aussi ici un texte qui d'ailleurs a été repris comme amendement dans le texte visant à installer une autorisation parentale. Avez-vous les moyens de mener ces campagnes d'information pour les tout petits, notamment, parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années, et comment vous y prenez-vous? Voilà, cette protection des tout-petits. Et puis, dernière question qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que je viens d'évoquer. Il y a le renouvellement ou de nouvelles candidatures, bien sûr, pour France Médias Monde et Radio France. Quels vont être les critères dont le CSA va se doter pour procéder à ces recrutements? Bien entendu, je pose ces questions dans le respect total de l'indépendance de l'autorité qui a procédé à ces recrutements. Merci beaucoup, Monsieur le Président. David Assouline. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi à Monsieur Roch-Olivier Maistre de son exposé, d'être devant nous comme régulièrement. Commence à toucher à ce qu'il n'est plus possible d'assumer, le fait pour vous de réguler un cadre audiovisuel et un paysage audiovisuel, alors que tout le monde, législateur et vous-même, pensez que les règles que vous devez faire appliquer soient obsolètes. On commence à toucher aux limites. Si tout le monde dit que la loi de 86 n'est plus le cadre adapté et que vous êtes chargé dans le cadre de la loi de 86 de réguler, à un moment donné, c'est plus possible. Et c'est aussi ce qui s'est passé avec les différences d'appréciation sur la fusion TF1-M6. Bien entendu que
la révolution numérique a bougé le cadre, mais il n'y a aucune règle de la concurrence qui a bougé. Donc, l'autorité de la concurrence juge selon les règles actuelles, de façon impitoyable, donc juste, parce qu'elle applique la règle, et vous-même être plus dans l'interprétation, parce que vous êtes moins soumis à des règles qui apparaissent strictes, et donc vous dites, non, c'est possible s'il faut aussi ça, ça. Bon, le problème, c'est que tout le monde savait qu'à partir du moment où TF1 et M6, je parle des deux chaînes puissantes, fusionnées, c'est pas en cédant les autres petites chaînes de la TNT que le pluralisme, la diversité, etc., allait se modifier. Bon, donc, je pose ce constat aussi pour vous dédouaner, parce que ça commence à être un exercice difficile. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on le réclame tous, on sera pas d'accord sur quelle nouvelle régulation, quelle nouvelle loi de 86, comment l'aménager? Parce qu'on est un certain nombre à dire qu'il faudra limiter des concentrations trop puissantes. D'autres diront non, au contraire, il faudra aller jeunesse. Mais en tous les cas, j'ai entendu un message qui, venant de président de l'autorité de la concurrence, apparaît tout à fait important, qu'il faudra à un moment réfléchir à, dans cette histoire fondamentale de la concurrence des plateformes étrangères qui fragilisent nos entreprises et notre marché, est-ce que nous nous orientons vers, pour permettre cette concurrence, on se met sur leurs règles et on fait que nos entreprises aient les mêmes avantages que ces plateformes, ou est-ce que on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on oblige ces plateformes, dans le cadre européen et dans le cadre français, à rentrer sur nos critères qui préservent la diversité, l'exception culturelle, etc. Bien entendu, c'est la deuxième option qui, à mon avis, devrait faire réfléchir le législateur. En tous les cas, moi, j'attends à un moment donné un cri d'alarme de l'Arcom auprès des pouvoirs publics sur le fait que ça devient difficile pour vous de réguler dans un cadre que tout le monde proclame obsolète. C'est quand même à vous de le dire. Nous, on va le dire aussi. Sur une deuxième question, parce que dans votre bilan, puisqu'on parle aussi du bilan, de tout ce que vous avez eu à traiter, vous avez bien constaté, plus que d'autres, qu'il y a eu une polémique qu'a mis en exergue notre commission d'enquête aussi. Elle a abordé plusieurs sujets. C'est CNews, chaîne d'info ou chaîne d'opinion. Et la convention que vous avez signée avec CNews, je ne vais pas la relire, elle est devant moi, est très claire sur, et c'est une chaîne d'information, et qu'elle a des obligations de promouvoir la lutte contre les discriminations, la diversité, etc. etc. Bon. Or, vous les avez condamnés à plusieurs reprises. Je vais passer les épisodes des gradations, des condamnations. Et ça serait bien d'éclairer le législateur quand il y a un bilan de votre activité sur qui contrevient. En mettant en face, voilà, CNews, c'est tant de fois, Canal, c'est tant de fois, là où il y a 0 pour d'autres. Et notamment, quand, excusez-moi, c'est toujours compliqué, et notamment, oui, ça va. Je ne suis pas sûr que Google ait apprécié les propos précédents. Alors, le 17 mai dernier, Pascal Praud, dans son émission, dit « Éric Zemmour avait mis au cœur de la société française, de sa campagne électorale, ces sujets-là. On les a développés sur cette antenne. On avait envie parfois de défendre cette identité française, ses mœurs, ses coutumes, ses habitudes.
Donc, y compris quand c'est avoué publiquement qu'on a défendu une opinion et en plus un candidat à la présidentielle qui l'ait véhiculé. Ça aurait pu pas être complètement le cas. Voilà, donc je demande, est-ce que si on a de quoi payer des amendes parce qu'on contrevient, est-ce que ça suffit pour pouvoir continuer à faire ce qu'on veut? En fait, ça arrive souvent dans la société. Hein. Je suis riche, je peux me passer des règles parce que je peux payer. Mais maintenant, quand ça continue, quand ça contrevient, quand c'est aussi cynique parfois, parce que on fait comme si cette puissance ne peut pas être arrêtée, à quel moment et de quelle façon vous pouvez faire stopper quelque chose qui n'est pas bon. Sur l'audiovisuel public, j'aurais posé une question, mais je pense que j'aurais bien aimé que vous nous disiez, vous savez qu'on a eu un débat sur le financement, on a un financement, on va dire entre guillemets, assuré par la TVA, une portion de la TVA pendant 2 ans, ensuite, bon, quel est votre sentiment? Parce que, notamment sur le fait que c'est bien le financement pérenne et stable qui permet l'indépendance de l'audiovisuel public et que nous sommes inquiets. Nous avons montré ici qu'on avait une inquiétude là-dessus. Monique de Marco. Merci. Monsieur le Président, c'est un sujet que vous avez déjà abordé au début de votre présentation et je reviens sur celui-ci. Cela concerne donc le rapport de la délégation aux droits des femmes qui a mené des travaux sur l'industrie pornographique. Plusieurs pistes donc ont été proposées pour encadrer ce milieu et en particulier la mission propose de confier à l'Arcom de prononcer des sanctions administratives avec des montants très dissuasifs et imposer aux sites porno l'affichage d'écran noir tant que l'âge de l'internaute n'a pas été vérifié. Vous avez répondu en partie en disant que vous avez bloqué 7 sites, mais là, c'est une demande vraiment de sanctions beaucoup plus importantes. Et la deuxième donc, proposition, elle demande que les préconisations de l'Arcom soient renforcées, c'est-à-dire assermenter les agents de l'Arcom afin de leur permettre de constater eux-mêmes les infractions des sites pornographiques accessibles aux mineurs, puisque le procédé actuellement est trop long et pas assez réactif. Voilà mes 2 questions. Que pensez-vous de ces 2 propositions? Merci. Julien Bargeton. Merci, messieurs les présidents. Alors, 2 questions. La première sur le DAB+, vous en avez parlé, mais la feuille de route 2020-2023 prévoyait donc le déploiement de la radio DAB+, et vous avez dit d'ailleurs qu'à cause du Covid, ça a été un peu décalé. Est-ce que vous pourriez légèrement détailler ce que vous avez dit dans votre présentation initiale? Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne les offres de services de distribution de communication audiovisuelle, ce qu'on appelle aussi les bouquets, etc. Vous notez dans votre rapport que ces offres passent de 74 à 66, soit une baisse de 11%. On est encore très en dessous des chiffres de 2019. Quelle appréciation portez-vous sur l'évolution de ces offres de services de communication individuelle? Pourquoi un tel changement? Est-ce que c'est structurel? Est-ce que c'est conjoncturel? Voilà mes deux questions. Céline Brulin. Merci. Monsieur le Président, vous avez évoqué la suppression de la redevance et je vous rejoins et on a un certain nombre à vous rejoindre sur ce que vous avez développé, c'est-à-dire qu'on aurait besoin d'une réflexion de grande ampleur sur le sens et les objectifs de l'audiovisuel public avant même de trancher la nature et le volume de son financement. Mais dans le contexte nouveau créé, est-ce que vous travaillez d'ores et déjà, parce qu'il y a dans ce nouveau paysage la question de la pérennité et du financement assuré à terme ou pas de l'audiovisuel public, et il y a la question de l'indépendance. Est-ce que d'ores et déjà vous travaillez à des pistes qui, dans le nouveau contexte créé, permettent de garantir l'indépendance de l'audiovisuel public qui est aujourd'hui financé d'une manière différente pour au moins un court terme.
Deuxième question, vous avez évoqué les délais extrêmement contraints et vous avez insisté sur le caractère très contraint du délai des nouvelles autorisations autour de la fusion avortée de TF1 et de M6. Est-ce que ces délais peuvent être desserrés? Et si ça n'est pas le cas, ça laisse quand même le sentiment que tout ça était un peu ficelé et qu'il y a eu un coup de théâtre absolument inattendu qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette situation-là. Et enfin, vous avez évoqué la nécessité de dégager des financements très importants. Vous avez évoqué le privé, mais aussi l'audiovisuel public, et de dégager des capacités, oui, d'investissement pour les uns comme pour les autres. Mais lorsqu'on regarde toujours sur le dossier TF1 M6, la proportion de ce que TF1 ou M6 mettent pour élaborer leur grille de programme, en parallèle de ce que met Netflix pour alimenter sa plateforme, on est dans des échelles d'un ordre de grandeur complètement différente. Et donc, dans les réflexions à avoir sur les bouleversements en cours dans le paysage médiatique, audiovisuel, etc., il y a aussi ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on peut imaginer toutes les fusions qu'on veut. En clair, ça ne fait pas du tout le poids par rapport aux plateformes comme celle que je viens de citer. Merci. Et enfin, Bernard Fialaire. Merci. Je voudrais avoir une petite précision et le regard que vous portez sur cette fameuse MFA. C'était quand même une compétence nationale et qui devient européenne. J'aimerais bien que vous reveniez un petit peu nous éclairer. Deuxième chose, vous avez parlé des mises en demeure pour la protection des mineurs, mais dans son rapport, l'ARCOM a une action aussi en faveur de l'éducation aux médias et à l'information des jeunes, et vous dites qu'elle s'est intensifiée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette éducation? Après, cette petite question année, vous savez que les télés locales qui participent quand même au pluralisme, donc on a augmenté le seuil, on a demandé d'ailleurs davantage, de 12 à 19 millions d'habitants. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant et qu'on doit encore réclamer plus maintenant? Et enfin, là on est carrément à Nox, vous savez qu'on a eu une mission sur la concentration des médias qui s'est beaucoup intéressée d'ailleurs à la déontologie des médias. Mais est-ce que vous pensez qu'en marge, on devrait aller un peu plus loin et s'interroger sur la déontologie carrément des journalistes? Puisque j'ai même entendu hier notre vice-présidente Laurence Rossignol dire dans une interview qu'un journaliste qu'eux bénéficiaient d'un code de déontologie. Le journaliste d'ailleurs n'a pas bronché, n'est pas revenu dessus, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et je vais oublier le groupe LR, donc Max Brisson. Non, Président, vous n'aviez pas oublié le groupe puisque nous n'avions pas demandé de parole. Et tout à l'heure, lors d'Arcos et Tonpura interviendront sur des sujets très précis. Mais j'ai souhaité prendre la parole après l'intervention de Monique de Marco pour appuyer ce qu'elle a dit et pour compléter ce que Monique de Marco a dit. Je voudrais d'abord vous remercier, Président, d'avoir cité abondamment dans votre intervention préliminaire le rapport de la délégation aux droits des femmes approuvé hier après-midi et publié hier soir. Et de revenir en quelques mots sur ce rapport et sur ce qu'il dit sur la protection des mineurs vis-à-vis de l'industrie de la pornographie. Dans les préconisations, dans les recommandations du rapport, certaines concernent donc les médias, avec par exemple la mise en place de contrôle parental automatique. Monique de Marco en a cité d'autres. Et surtout, dans les recommandations, il y a un renforcement des moyens pour l'ARCOM. Et vous avez dans votre intervention, plus globalement, indiqué qu'exceptionnellement, vous demanderiez des moyens supplémentaires pour l'autorité de régulation. Donc, ma question est simple, en complément de celle posée par Monique de Marco. L'autorité a-t-elle déjà réfléchi aux moyens dont elle aurait besoin pour lutter contre ce fléau? Quelles sont les actions qui pourraient être enclenchées par ces moyens supplémentaires, par ces agents? Serait-il nécessaire qu'ils soient assermentés, par exemple, pour être en capacité de véritablement
réduire ce qui est un fléau que le rapport met en exergue et qui, à mon avis, doit interroger l'opinion publique parce que je pense qu'elle ne se rend pas compte de l'importance croissante de l'exposition des enfants et des adolescents à des scènes pornographiques. Donc, un sujet complexe, je n'attends pas de vous des réponses précises, mais simplement peut-être l'état de la réflexion sur le sujet de l'autorité de la régulation. Je vais vous laisser, Monsieur le Président, répondre à cette série de questions. Je sais qu'il y a d'autres orateurs qui se sont inscrits et qui interviendront par la suite. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces questions qui manifestent bien l'intérêt des membres de votre commission pour nos sujets. Donc, je vais commencer par la présidente Morin-Desailly. Sur les mineurs et par rapport aux écrans, je sais que c'est un thème de préoccupation qui vous est cher. C'est un domaine sur lequel on déploie une série d'actions. Je vais revenir sur le cas spécifique des sites pornographiques dans quelques minutes. Donc, il y a plusieurs dispositions qui sont en cours. Il y a la loi sur le contrôle parental qui a été adoptée l'année dernière, ce qu'on a appelé la loi Studer, qui donne, alors pour le coup, une compétence à la NFR et non pas à l'ARCOM pour veiller à la façon dont les équipementiers mettent en place les dispositifs pour avoir un dispositif de contrôle parental par défaut. De notre côté, il y a les campagnes que vous connaissez, enfants et écrans, sur lesquelles on est en train d'actualiser les choses. On a les campagnes de signalétique qu'on fait tous les ans, qui sont bien connues des Français pour bien cibler les programmes et leurs horaires. On a déployé en liaison avec l'ARCEP et le gouvernement un site qui s'appelle « Je protège mon enfant », qui permet d'informer aisément les familles, à la fois sur les dispositifs de contrôle parental, parce qu'ils sont très nombreux, comme vous le savez, il y a pratiquement un dispositif par type d'équipement, mais plus globalement sur la problématique de protection des enfants par rapport aux écrans. Donc c'est vraiment un axe d'action constant de notre institution, et c'est complété, bien sûr, monsieur le sénateur, par une action en matière d'éducation aux médias. J'ai eu l'occasion de rencontrer le nouveau ministre de l'Éducation au début du mois de septembre. On va d'ailleurs actualiser notre convention avec l'Éducation nationale pour bien embrasser non seulement l'éducation aux médias au sens traditionnel du terme, mais également les nouvelles compétences qui sont les nôtres en matière de régulation des réseaux sociaux. Parce qu'il faut une action coercitive, bien sûr, mais il faut aussi apprendre au plus tôt à utiliser ces réseaux en citoyen, pas simplement se lâcher parce qu'on est caché par l'anonymat, et également mettre dans cette convention les thématiques de lutte contre le piratage qui là aussi doivent s'apprendre plus tôt. C'est également une action pour laquelle on a élargi les missions de nos représentations en région, les ARCOM qui sont en région, pour leur demander d'être en articulation avec les recteurs des académies dans lesquelles ils sont et avec tous les médias locaux pour les inciter là aussi à aller plus loin en matière d'éducation aux médias. Nous développons les actions de formation des enseignants, notamment à Paris. On a par exemple un partenariat étroit avec le rectorat de Créteil, et donc nous accueillons régulièrement des enseignants. Et puis nous mettons à disposition, ça va monter en gamme, si je puis dire, des modules sur notre site à disposition des enseignants pour qu'ils puissent développer leur action d'éducation aux médias. Madame Morin-Desailly, alors le DSA, je voudrais quand même souligner la chance que nous avons d'être sur un continent qui s'attache à mettre en place une régulation des réseaux sociaux. C'est le continent européen et l'actuelle commission en particulier ouvrent la voie, sont un peu pionniers et sont les premiers pour inventer un modèle de régulation qui à la fois soit protecteur de nos valeurs, la liberté de communication au premier chef, puisque on voit certes des excès sur ces réseaux, mais c'est aussi des outils de communication très, très importants. Ils font partie de notre vie quotidienne à tous, et en même temps de mieux répondre aux attentes des opinions publiques d'une plus grande protection. Donc c'est un texte qui est ambitieux, c'est un texte qui est complexe, vous le connaissez bien puisque vous avez beaucoup travaillé dessus. Il y a de très gros enjeux de mise en œuvre. Il y a de très gros enjeux d'abord pour la Commission européenne elle-même, puisqu'il va falloir qu'elle se dote, elle aussi, d'un outil pour mettre en œuvre les dispositions de ce texte. Donc, on parle d'un service nouveau qui serait créé. On aura nous-mêmes
dès la semaine prochaine des contacts avec les services de la Commission sur ce point. Et puis, il va falloir organiser la gouvernance de ce règlement européen, donc ce board qui associera les autorités de régulation nationales. J'y vois une petite difficulté que je ne vous cache pas, même si on salue le texte, c'est que ces problématiques de contenu illicite sur les réseaux sociaux, c'est des problématiques qui sont d'une hypersensibilité nationale. Et d'ailleurs, vous-même, à juste titre, vous vous exprimez en tant qu'élu de la nation quand vous êtes interpellé ou quand vous constatez des excès. Et la difficulté de cette gouvernance, c'est que c'est une gouvernance qui préserve le pays d'implantation des sites, et donc les régulateurs des pays où sont implantés ces sites, et qui centralise beaucoup le dispositif au niveau de la Commission. Et donc, je pense qu'on va avoir, ça c'est un gros sujet à évoquer avec la Commission, comment on articule bien les préoccupations locales, celles que nous, régulateurs national, on va avoir pour répondre aux préoccupations des opinions publiques nationales, et le fait que la gestion de ce dispositif est lointain. Ça, c'est la première difficulté que je vois. La deuxième difficulté que je vois, c'est la nature de la régulation. En matière de télévision, vous êtes intervenus plusieurs pour me poser des questions sur le sujet. Un programme ne vous plaît pas sur telle ou telle chaîne. Monsieur Assouline a évoqué une chaîne qui lui est chère. Bon, il peut nous interpeller, il ne manque pas de le faire. D'autres le font. On examine les programmes, on regarde si c'est conforme à la loi ou pas, si c'est conforme à la convention ou pas, et on déploie les outils que nous avons. Sur ces réseaux sociaux qui brassent des centaines de millions d'informations chaque seconde, on ne peut pas courir après chaque contenu, les uns après les autres. C'est donc ce qu'on appelle une régulation systémique que ces textes, et notamment le DSA, mettent en place. C'est des obligations de moyens qui vont être imposées à ces grands acteurs, qui donneront à la Commission, en articulation avec les régulateurs nationaux, la mission de s'assurer que ces moyens sont bien mis en œuvre, et s'ils ne sont pas mis en œuvre, la possibilité de sanctionner, qui mettront également en œuvre des dispositifs d'audit extérieur pour voir ce que font effectivement les plateformes, et puis qui imposeront aussi à ces acteurs une obligation de transparence et d'accès à leurs données, et notamment à leurs algorithmes, pour voir comment ça fonctionne. Donc le texte va dans le bon sens incontestablement. Je pense que c'est une belle initiative de l'Union européenne, et il faut saluer le fait qu'on est sur un continent pionnier en la matière, mais ça va être un art d'exécution. C'est le sens du message que je vais exprimer. Sur notre organisation, sur laquelle vous avez posé une question, donc je l'ai indiqué, on a revu notre organigramme à la fois en créant une direction des plateformes en ligne pour gérer nos nouvelles compétences. Et quand j'ai parlé de renforcement de moyens, c'est cette direction que j'évoque en particulier. J'avais déjà, je crois, évoqué devant vous, mais j'ai revu récemment une communication de nos homologues anglais qui, pour la régulation des plateformes, parle d'un service de 300 agents. Honnêtement, d'ailleurs, je me demande ce qu'ils feront. 300, c'est quand même beaucoup. Mais bon, nous sommes aujourd'hui avec une direction qui est encore embryonnaire, et les renforcements de moyens ont pour but que cette direction des plateformes en ligne puisse bien gérer les nouveaux textes divers qui sont les nôtres. Et puis, on a créé une direction de la création, donc qui mêle la gestion des obligations de financement qui pèsent sur les acteurs de l'audiovisuel et les plateformes de vidéo par abonnement, jusqu'à la lutte contre le piratage. Quant à l'ARCEP, alors j'ai bien noté que l'idée d'une fusion ne vous effrayait pas, donc je vous remercie de vouloir étendre le domaine de la lutte pour l'ARCOM. Bon, digérons déjà la première fusion. Nous avons une très bonne relation avec l'ARCEP, et globalement une très très bonne relation avec l'ensemble des autorités indépendantes. On se réunit périodiquement. On a d'ailleurs une réunion la semaine prochaine, je crois, avec l'ensemble de nos homologues. Donc on se réunit une fois par semestre chez l'un et les autres pour faire un tour d'horizon. Il y a 2 jours, nous avons réuni ensemble les 2 collèges, comme nous le faisons une fois par semestre, les 2 collèges de l'ARCEP et du CSA, et de l'ARCOM, pardon, pour balayer nos sujets d'intérêt commun. On a un service commun à l'ARCEP et à l'ARCOM sur une série de sujets. J'irai moi-même devant le collège de la CNIL prochainement pour exposer un peu nos nouvelles missions et voir les thématiques de dialogue. Donc voilà, il y a une collaboration qui est vraiment très bonne. Et j'évoquais tout à l'heure l'autorité de la concurrence. On aurait tort de vouloir nous opposer à l'autorité de la concurrence, avec laquelle la collaboration est très fluide, très confiante et très homogène, je dirais, même si chacun a son champ de compétences plus particulier.
sur France Média Monde et Radio France. Donc, nous sommes dans la phase d'appel à candidature. Comme vous le savez, l'appel sera clos le 21 octobre, sauf erreur de ma part, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Nous publierons ensuite la liste des candidatures recevables. Nous publierons également les projets stratégiques, puisque la loi impose que chaque candidat présente un projet stratégique à l'appui de sa candidature. Donc, nous mènerons cela en pleine transparence. Nous ferons ensuite des auditions publiques des candidats. La loi nous fixe comme critères l'expérience et la compétence. C'est les deux critères qui sont mentionnés dans la loi de 86. Donc, on veillera bien évidemment à les appliquer. Et nous statuerons au plus tard, nous avons donné cette date publiquement, au plus tard le 15 janvier, c'est-à-dire avant le prochain renouvellement du collège, puisque vous savez que notre collège se renouvelle par tiers tous les 2 ans, et donc 2 membres vont nous quitter en janvier de l'année prochaine pour être remplacés. Et donc, on souhaite statuer sur ce dossier qui est déjà enclenché avec le collège actuel, d'où ce calendrier de décision. Monsieur le sénateur Assouline, nous avons déjà souvent et longuement dialogué sur les questions que vous avez soulevées, notamment devant la commission d'enquête sur la concentration à laquelle nous avons activement participé. Nous avions fourni énormément de matière pour votre commission et on a été heureux de voir qu'elle avait été utilisée à profit dans le rapport de la commission. Alors, la loi de 86 est-elle définitivement obsolète? Bon. Voilà, vous connaissez ma position, je suis plus nuancé que vous, pas seulement parce que j'ai un attachement particulier à cette loi, vous le savez, mais simplement parce que je pense que les principes qui fondent cette loi, je serais tenté de dire beaucoup de choses y est, je ne dis pas que tout y est, mais beaucoup de choses y est, ça reste d'une actualité, vous êtes très attaché, et je le suis tout autant que vous, à la défense du pluralisme. C'est un principe cardinal de cette loi, et elle est tout à fait valable. Je pense qu'elle a 2 faiblesses, cette loi, c'est qu'elle a été modifiée, comme vous le savez, je ne sais jamais le chiffre, à peu près 80 fois. Donc, au bout d'un moment, sa lisibilité n'est plus tout à fait... et donc, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le président Stirn de la commission de codification. Le premier travail très utile serait une codification de cette loi. On a un code qui résume très clairement les règles qui sont en vigueur, parce que, et pour vous, et pour nous, et pour le juge, je crois que ça serait, et pour les usagers, ce serait quand même extrêmement utile. Et puis, moi, je n'ai pas d'hostilité à l'idée d'engager à un moment la refonte de ce texte. C'est vraiment... bon, voilà, il a 40 ans d'histoire, pourquoi pas. Mais bon courage. Bon courage. Je vous reprends quand même sur... j'ai cru sentir que vous souhaitiez opposer l'ARCOM et la DLC. Et donc ça, je voudrais vraiment m'inscrire en faux là-dessus. Hein. Il y aurait en quelque sorte une autorité vertueuse qui serait l'autorité de la concurrence, et puis une autorité qui serait moins l'ARCOM. Je sais vous lire, monsieur le sénateur, je sais vous lire. Je vous connais depuis des années, vous savez. Je vous connais bien et je sais décrypter vos propos, je vois très bien le sous-titrage. Je vois très bien le sous-titrage. On applique des règles strictes. On applique des règles strictes, monsieur le sénateur. Non, monsieur le sénateur, je ne peux pas laisser dire ça à l'égard. Je ne peux pas laisser dire ça à l'égard d'une autorité indépendante. C'est un collège qui statue et cette autorité appliquera les lois. Que vous commentiez notre action, c'est tout à fait normal. C'est le rôle de la représentation nationale. Je rends des comptes devant vous. Vous pouvez tout à fait estimer que notre action... mais je ne peux pas laisser dire qu'il y a une autorité qui statuerait en pleine indépendance, parce que c'est ce que vous avez laissé sous-entendre, et une autorité qui ne l'aurait pas fait. Donc je vous le dis très clairement, nous avons eu une appréciation, et je vous mets au défi de savoir ce que nous aurions décidé sur le changement de contrôle de ces groupes, puisque nous n'avons pas statué là-dessus. Donc vous ne pouvez pas, par définition, savoir quelle position l'autorité aurait prise sur ce sujet. Donc on n'est pas sur une... Nous, notre feuille de route, je le dis, je le redis ici, je le redirai toujours, la seule feuille de route, et chaque fois qu'il y a une décision difficile à prendre, et Dieu sait s'il y en a dans cette autorité, ma seule feuille de route, c'est la loi. Et chaque fois, je reprends la loi de 86, je relis le texte, je relis les intentions du législateur. C'est ça notre boussole. Ce n'est pas une interprétation. Ce n'est pas l'air du temps, comment je perçois les choses, est-ce que ça serait bien, pas bien. Non, que dit la loi?
La loi nous charge de défendre le pluralisme au sens large. Et bien, sur cette opération, c'est ce que nous aurions fait. Et dans notre avis à l'autorité de la concurrence, nous avons identifié des risques, nous les avons très clairement exposés. Sur l'audiovisuel public, écoutez, je pense qu'on a une approche qui n'est pas très différente depuis de nombreuses années. Là aussi, on en a parlé. Nous sommes les avocats du service public. Le service public joue un rôle fondamental pour la cohésion nationale en matière d'information, de divertissement, d'accès à la culture, de soutien à la création. C'est un élément d'équilibre du paysage. Et donc, nous sommes les avocats de cette entité publique qui joue un rôle vraiment fondamental. Et nous avons toujours dit que nous étions attachés à un financement pérenne qui donne de la visibilité à ces entreprises qui sont très complexes et très difficiles à gérer. Il y a une solution, nous aurions préféré pour notre part, vous le savez, qu'on anticipe sur l'échéance de la taxe d'habitation et qu'on imagine une réforme de la redevance, parce qu'il fallait réformer cette redevance. C'était pas l'alpha et l'oméga, la redevance. C'est d'ailleurs pas parce qu'il y avait une redevance que les contributions à l'audiovisuel public ont progressé. Donc la réforme était souhaitable. Toute chose égale par ailleurs, le modèle qui nous aurait plutôt plu à l'ARCOM, c'était le modèle allemand, d'une taxe universelle déconnectée des appareils avec les exonérations sociales qui vont bien, donc une assiette plutôt large quitte à jouer sur le taux. Bon, ce n'est pas le choix qui a été fait, l'ARCOM n'a pas à discuter ce que le Parlement a décidé. Le Parlement a décidé, il est souverain. Ce que nous souhaitons, c'est, je l'ai dit, et je vous réponds, Madame la sénatrice, c'est que la période qui va entre maintenant et 2025 soit vraiment mise à profit pour engager une réflexion sur l'audiovisuel public, sur ses missions, sur son organisation. Notre conviction, c'est qu'il faut aller vers plus de convergence entre les entreprises. Le service public gagnerait à rassembler ses forces, pas pour faire de la rationalisation administrative, mais simplement pour être plus efficace. Il y a des dossiers sur lesquels je trouve qu'il faut que les entreprises aillent plus loin. Je pense à l'offre de proximité, avoir une belle, grande offre de proximité de services publics dans le contexte de concurrence locale d'acteurs privés est un enjeu très important pour le service public. Avoir une offre numérique plus homogène de la part du service public, ça me paraît un enjeu commun qui est fondamental. Avoir une stratégie commune en direction des publics les plus jeunes, c'est une ambition commune. Et ma deuxième conviction, c'est que si on laisse simplement les entreprises en leur disant soyez gentils, collaborez entre vous, les choses n'avanceront pas. C'est des entreprises qui ont des corps sociaux très, très forts, légitimes, avec un historique très particulier. Donc, si on veut organiser cette convergence, si on estime que cette orientation est la bonne, je pense que ça suppose effectivement un moment de réfléchir sur la façon dont on pilote l'organisation de cette convergence. Voilà. Et monsieur le sénateur Assouline, sur CNews, on est intervenu, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on en a parlé très longuement devant la commission d'enquête, je pourrais reprendre largement mes propos. Nous sommes intervenus et nous interviendrons sur cette chaîne comme sur les autres, chaque fois qu'il y aura un manquement à un contenu. Nous le ferons dans le cadre des principes qui sont posés par la loi de 86. Je rappelle que l'institution a quand même 40 ans d'histoire et que nous avons donc plus de 40 ans de jurisprudence du Conseil d'État, de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on sait à peu près où se situe le curseur entre la liberté d'expression et les interventions qu'on peut faire au titre des sanctions. On peut sûrement peut-être mieux faire. Et donc, les autorisations, comme vous savez, elles ont des échéances. J'ai déjà eu l'occasion de le dire devant votre commission. Et dans les critères de renouvellement des autorisations, il y a une phase de bilan sur la façon dont les conventions ont été exécutées et notamment sur les procédures de sanctions que le régulateur a pu être amené à mettre en œuvre au titre de la convention. Donc c'est un paramètre, c'est pas le seul, c'est un paramètre parmi d'autres. Je crois que c'était d'ailleurs une piste que vous évoquiez dans votre rapport d'enquête que j'ai lu très attentivement de la première à la dernière page, y compris les annexes. Et donc c'est un travail qui m'a beaucoup intéressé et je redis devant vous, puisque plusieurs m'ont posé la question, que nous-mêmes, je l'avais dit devant la commission d'enquête, nous appelons de nos voeux à une adaptation du droit de la régulation. Le paysage se transforme. Je crois que l'opération qu'on vient de vivre montre que tout de même les outils fonctionnent. Il y a des outils de régulation qui fonctionnent et les règles anti-concentration qui fonctionnent, mais ça ne doit pas nous empêcher de nous projeter vers l'avenir. Il y a un nouveau champ digital. Nous avons fait des propositions nous-mêmes pour que le régulateur que nous sommes
voit ses compétences un peu élargies et transformées en la matière. Votre rapport a mis des choses sur la table. Il y a des états généraux de l'information qui vont bientôt se tenir. Ce sera probablement l'occasion de redébattre de ces sujets et de voir ce... Pardon ? Je ne suis qu'un modeste président d'autorité indépendante, monsieur le sénateur. Je ne suis pas un membre du gouvernement. Une réponse quand même sur les sites. Je suis quand même frappé que le législateur est intervenu il y a 2 ans maintenant, la loi sur les violences conjugales, donc août 2020, si ma mémoire est bonne. Nous sommes en septembre 2021, je viens de me rappeler, 22. Donc plus de 2 ans se sont écoulés. Aucun site n'a pris une initiative pour se mettre en conformité avec la loi française. Aucun, en 2 ans. Nous les avons mis en demeure. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été alertés. Ils contestent notre mise en demeure devant le Conseil d'État. Ils ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d'État, qui est en cours d'examen. Notre mise en demeure, elle avait bien évidemment été précédée de constats d'huissier, pour s'assurer de l'état des lieux. On a refait des constats après nos mises en demeure, on a vu que rien n'avait bougé. On a saisi la justice. À nouveau, une question prioritaire de constitutionnalité a été posée devant le tribunal judiciaire, sur lequel le tribunal répondra le 30 septembre, je crois, ça fera de ma part. Donc on verra si elle est transmise à la Cour de cassation pour examen et éventuellement derrière au Conseil constitutionnel. Pour vous dire qu'on a en face de nous des acteurs qui feront flèche de tout bois. Et ça, j'étais très sensible à ce qui a été dit dans le rapport de la délégation hier soir sur cette notion d'industrie puissante. Donc le régulateur met en œuvre les dispositions que le Sénat, puisque c'est un amendement de la sénatrice Mercier qui a été adopté en l'occurrence, sur ces mises en demeure, sur la saisine de la justice. Maintenant, la balle est dans le camp de la justice. On va voir ce que la procédure de médiation va donner. Nous aurions pour notre part souhaité, c'est ce qu'on avait demandé au tribunal, qu'il utilise sa faculté de bloquer les sites purement et simplement, parce que notre conviction, c'est que tant qu'il n'y aura pas une contrainte, ils ne se mettront pas pleinement en mouvement, mais on a là une procédure de médiation, donc on va jouer le jeu, on sera présent nous-mêmes à la médiation. Quant au renfort, pourquoi pas? Alors les sanctions financières, la grosse difficulté que j'y vois, et d'ailleurs nous le voyons dans la mise en œuvre de ces dispositions, c'est que c'est des sites qui sont pour la plupart hors de France. Sur ceux que nous assignons, il y en a qui sont à Chypre, il y en a qui sont au Portugal, il y en a qui sont en Tchéquie. Donc chaque fois, il faut qu'on aille notifier, c'est pas au bureau de poste d'à côté que se fait l'accusé de réception, c'est à l'autre bout de l'Union. Il faut qu'on informe la Commission européenne, parce qu'on est dans le cadre européen, donc c'est des procédures qui sont quand même très lourdes. Bon, en tout cas, je vais prendre connaissance du rapport. On réagira sur l'ensemble des propositions. On a contribué à cette mission de la délégation aux droits des femmes. Les services de l'ARCOM avaient répondu aux auditions. Les choses bougent quand même. La justice bouge, vous l'avez vu quand même. Il y a plusieurs procédures qui sont en cours, des enquêtes qui conduisent même à des incarcérations. Donc voilà, on sent que l'opinion publique a beaucoup évolué par rapport à ce qui prévalait il y a quelques années. Il faudra très vraisemblablement aller plus loin. L'audiovisuel public, Madame la sénatrice, je crois que je vous ai répondu. Monsieur le sénateur Bargeton, sur le DAB+, alors le petit retard qu'on a pris est lié bien sûr à la pandémie, est lié un peu à la crise qu'on vit en ce moment sur les composants, puisque pour ces matériels de diffusion, il faut des composants. Et comme vous le savez, il y a une pénurie qui est assez forte. Bon, donc on a actualisé notre feuille de route. On espère quand même, je le disais tout à l'heure, toucher 50% de la population française fin 2023. Donc les grandes agglomérations sont couvertes, les grands axes routiers devraient être couverts, et après on complétera progressivement le puzzle pour que tous les Français y aient accès. Vous avez raison sur les bouquets, c'est une tendance un peu générale qu'on observe. Donc il faut à la fois veiller à la pluralité des acteurs, bien sûr, c'est un élément qui est important, mais en même temps la compétitivité du secteur. Le point de vigilance pour nous, c'est ce mouvement de désintermédiation, comme disent
techniciens, entre les éditeurs et les consommateurs qui se développent. Donc, votre question est très pertinente. C'est en tout cas un point de vigilance pour nous. Sur la suppression de la redevance, je me suis, je crois, largement exprimé. L'EMFA. Alors l'EMFA, je serais un peu tenté, comme le DSA, de saluer cette initiative européenne. C'est quand même bien que le continent européen se dote d'un dispositif pour mieux protéger la liberté d'informer, la liberté de communication, s'intéresser au sujet de concentration dans les médias. C'est un texte qui s'est beaucoup développé entre les idées de départ. Les idées de départ visaient plutôt quelques problèmes particuliers sur la frontière orientale du continent, j'allais dire. Puis finalement, on est parti sur un texte qui est beaucoup plus ambitieux. Ça sera un peu comme le DSA, ça va être un art d'exécution, parce que c'est un texte qui n'embrasse pas que les médias audiovisuels, mais qui embrasse aussi la presse écrite. Vous connaissez l'indépendance farouche de la presse écrite, et on ne peut que la soutenir, bien évidemment. Donc, rentrer dans un dispositif de régulation sera sûrement un élément de débat. Et une deuxième question, c'est que les pays de l'Union ont des corpus juridiques très différents. La France a un corpus très avancé, insuffisamment peut-être, mais en tout cas en matière de règles anti-concentration, en matière de protection de la presse, avec la loi de 1881, la loi de 86 pour les médias audiovisuels. D'autres pays n'ont pas ces règles. Et donc l'acceptation d'une règle supranationale pour tous les acteurs de l'Union sera sûrement délicate. Et puis, comme pour le DSA, il y aura un problème de gouvernance, puisque le texte a un élément positif, c'est qu'il prévoit que le réseau des régulateurs européens dans lesquels nous sommes, donc l'ERGA, deviendrait en quelque sorte le conseil, je ne sais plus quel est son nom, le conseil des médias, enfin c'est lui qui serait l'instance. Mais en même temps, dans le texte, on voit bien que la Commission européenne exerce à l'égard de ce Conseil une corde de rappel, j'ose pas dire tutélaire, mais quand même assez forte. Donc si on veut une régulation des médias, il faut une régulation indépendante, comme celle que nous exerçons avec les règles de protection de notre indépendance qui s'y attachent. Donc belle initiative, belle idée. Un long débat en perspective au Parlement européen et entre les États européens et un art d'exécution certainement très, très important. Sur les télévisions locales, je pense que le seuil vient d'être bougé par le Parlement, donc laissons vivre ce seuil. Je pense qu'il faut faire attention aux équilibres entre le développement des acteurs privés en télévision locale. Notre souhait, c'est toujours de... Voilà, la question du pluralisme, c'est préservons la pluralité du modèle des télévisions locales. Il y a des télévisions privées, le groupe Altis en particulier, qui se développe avec BFM. Il y a des télévisions articulées avec la presse quotidienne régionale. On a validé l'année dernière la reprise par la Dépêche d'un réseau dans le sud-ouest, parce que ça nous paraît important d'impliquer la presse. Il y a des télévisions qui sont totalement indépendantes, en liaison avec les conseils régionaux. Et puis, il y a le service public. Donc, je pense qu'il faut veiller à garder cette pluralité pour avoir vraiment des modèles différents. La déontologie des journalistes, vaste programme, aurait dit le général. C'est un sujet récurrent, mais en même temps très, très, très délicat. La loi, pour l'instant, je le répète souvent, ne flèche pour nous que les personnalités politiques. C'est ce que dit l'article 13 de la loi de 86. Et donc notre contrôle au titre du pluralisme ne s'exerce que sur les personnalités politiques. Alors, certains voudraient qu'on aille plus loin, que ça touche les éditorialistes. Pour l'instant, ce n'est pas ce que dit la loi. Et moi, à titre personnel, j'estime qu'il faut être très prudent dans cette voie-là. On ne défend jamais assez, à mes yeux, la liberté et la liberté d'expression dans les limites qui sont naturellement posées par la loi. Sur le renforcement de nos moyens, j'en ai donné quelques indications. Donc, dans le projet de loi de finances pour l'année prochaine, on prévoit d'augmenter notre subvention d'1,8 million, ce qui nous permettrait donc de recruter 15 collaborateurs. Donc, c'est un étiage qui nous convient, en espérant qu'il soit suivi encore d'une étape supplémentaire l'année suivante. Et sur l'indépendance de l'audiovisuel public,
Bon, il y a plusieurs éléments de l'indépendance. D'abord, le fait que c'est nous qui nommons les dirigeants. Ça, je crois que c'est quand même important de garder ce modèle confié à un régulateur indépendant le soin de nommer. Le fait qu'on donne un avis sur tous les textes qui intéressent le service public, tous les contrats d'objectifs, qu'on donne chaque année un avis sur l'exécution du contrat d'objectifs et sur le respect du cahier des charges, qui est un travail utile pour le Parlement, savoir bien exercer son contrôle sur ces entreprises. Sur le financement, moi, je ne serais pas choqué qu'avant le débat parlementaire sur le financement de l'audiovisuel public, on demande un avis à l'ARCOM. L'ARCOM a une vision panoramique du secteur, voit très bien l'ensemble des équilibres, le privé, le public. Il donne un avis sur tous les textes. On a un bloc de compétences qui est très, très homogène, très cohérent. Pourquoi ne pas solliciter son avis tous les ans sur le montant de la redevance? Ça pourrait être une contribution. Je sais qu'il y a d'autres idées qui ont été avancées, monsieur le sénateur, dans un rapport avec le sénateur Carucci il y a quelques mois. Ça peut être en tout cas un élément d'éclairage, un peu comme le Haut Conseil des finances publiques par rapport à la loi de finances qui permet d'avoir un avis un peu extérieur et d'éclairer le débat parlementaire. Monsieur le Président, je sens que vous m'en voulez d'avoir été trop long. Non. Il y a encore deux sénatrices qui veulent intervenir. J'ajouterai éventuellement une question. Antoine Bourra, Laure Darcos. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais juste revenir sur l'une des nouvelles missions que l'ARCOM s'est vu conférer, la lutte contre les contenus haineux en ligne. Comme vous avez déjà apporté un certain nombre d'éléments sur le sujet, je vais être brève. Vous avez déployé au mois de juillet une cyber task force pour lutter contre les violences numériques et vous avez évoqué à l'Assemblée nationale un travail de signalétique en la matière. Pouvez-vous nous apporter plus de précisions sur ce dispositif? Et surtout, ce type d'action vous paraît-il assez dissuasif ou coercitif pour pouvoir stopper net un phénomène qui nécessite une prise en charge ferme et rapide? Merci. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir sur la difficulté de mise en œuvre du décret SMAD, Monsieur le Président, car je crois que c'est simplement du déclaratif pour le moment pour les plateformes. Comment l'ARCOM peut-elle contrôler les données de visionnage, de téléchargement, des coûts de marketing qui permettent la répartition des obligations entre cinéma et audiovisuel? Et question subsidiaire, est-ce que vous avez le droit de communiquer les montants investis en pré-achat et achat en 2021 pour Netflix, Amazon et Disney? Est-ce que cela correspond en fait au montant qui était prévu? Voilà, c'est vrai qu'ils passent leur temps à dire qu'ils veulent avancer sur la chronologie, mais il faut bien évidemment qu'ils puissent contribuer et financer, participer au financement du cinéma. Voilà. Question supplémentaire de. Non, c'est en fait une mise au point, parce qu'il y a eu un échange comme ça. J'ai dit très exactement que les lois de la concurrence sont strictes. Donc, elles peuvent être appliquées par une autorité de régulation sans interprétation trop importante. Il y en a toujours. À partir du moment où la loi de 86 est quasiment obsolète dans plein de domaines, notamment tout ce qui touche à ce qui est entre la révolution numérique et l'audiovisuel, vos interprétations ne sont pas, quand je dis une plus grande marge d'interprétation de ce que cette loi qui ne régule pas ce secteur veut dire dans son principe. Vous avez compris. Donc je n'ai pas parlé d'indépendance de votre jugement. Voilà, on peut avoir des désaccords, c'est normal. Mais je n'ai pas parlé d'indépendance de votre jugement, j'ai parlé du fait que dans votre interprétation que j'ai contestée, mais ça c'est normal, et c'est des êtres humains qui composent votre collège qui ont aussi leurs interprétations. Voilà, depuis le début, vous avez considéré que c'était nécessaire, vous l'avez dit depuis le début, que c'était nécessaire par rapport aux évolutions, d'avoir un géant, etc., et que ça n'atteindrait pas forcément, bon, et ça c'est nos interprétations, mais je n'ai pas dit que c'était une question d'indépendance de votre part. Juste répondre sur ce point, j'ajouterai deux questions, moi, celles qui ont été posées. Peut-être voulez-vous juste répondre sur ce point, et puis on clôturera le. On a déjà suffisamment échangé sur le sujet. Bon. Je conteste parfaitement la conclusion. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que des groupes, il était normal que des groupes s'adaptent aux évolutions de leur contexte. C'est la logique d'une entreprise, qu'elle soit publique ou privée.
il y a un marché qui évolue, c'est normal qu'ils prennent des initiatives. Et puis de l'autre côté, il y a la régulation, et que la régulation exercerait dès la première heure. J'ai dit que notre fil rouge serait le pluralisme et que la décision serait prise de façon collégiale et indépendante. Je n'ai jamais donné un propos, et je ne vois pas comment j'aurais pu le dire, parce que c'est une décision collégiale, disant que cette opération avait vocation à se faire. Mais c'est votre analyse. Avant que vous ne répondiez aux questions de Toine Bourra et de Laure Darcos, moi je voudrais en rajouter deux. D'abord, vous nous avez dit il y a quelques minutes que vous pensiez que la convergence des acteurs du secteur public était nécessaire, mais elle ne pourrait se faire sans qu'il y ait une impulsion forte. Est-ce que de votre point de vue, ça veut dire que les COM sont un outil suffisant ou, ou insuffisant pour accélérer ou mettre en œuvre cette convergence? Et sur un autre sujet, plus en lien avec la vente d'M6, par rapport à la règle existante de l'interdiction de vente dans l'année de 5 ans suivant le renouvellement des autorisations, est-ce que vous pensez que cette règle est toujours pertinente et qu'elle pourrait être, la faire évoluer pour être de nature à ne pas prendre une décision dans la précipitation, comme ça risque d'être le cas si les intentions du propriétaire actuel d'M6 étaient suivi des faits? Je rappelle que c'était un des amendements qu'avait proposé le sénateur Hugonnet. Oui, alors, Monsieur le Président, je vais commencer par ces dernières questions. Vous comprenez, je ne me prononcerai pas sur ce dernier point parce que nous sommes dans un processus de renouvellement d'autorisation qui se fait dans un cadre juridique donné et que je ne voudrais pas, par un propos, donner un sentiment à l'égard des règles du jeu qui sont les règles du jeu qui s'applique aujourd'hui et en tant qu'autorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre mission est d'appliquer la loi telle qu'elle existe. Donc cette règle est celle qui est en vigueur aujourd'hui. Si le Parlement souhaite à un moment ou à un autre, comme il l'avait fait par le passé, se ressaisir du sujet, c'est bien évidemment le droit souverain du Parlement, mais à ce stade, je ne souhaite pas m'exprimer sur ce sujet. Je ne pense pas que les COM soient suffisants pour une orientation stratégique comme celle que j'évoquais. On en a une bonne illustration, je trouve, avec les COM en cours d'exécution, qui partaient d'une assez bonne idée d'ailleurs d'avoir des obligations spécifiques à chaque entreprise et des obligations communes. Laisser la mise en œuvre à la seule bonne volonté des entreprises, je crois que c'est se heurter à des inerties légitimes, j'allais dire, d'entreprises qui ont leur logique propre, leur organisation propre, leurs contraintes propres. Et donc, il y a nécessairement, pour la mise en œuvre d'objectifs aussi ambitieux et aussi stratégiques que des actions de convergence, nécessairement besoin de concevoir une gouvernance spécifique. Ça, c'est vraiment la conviction que je retire après 4 ans, puisque je rentre maintenant dans le dernier tiers de mon mandat. Sur les SMAD, Madame la sénatrice Darcos, donc on est un peu au début, j'allais dire. Hein, on a signé des conventions avec ces acteurs. On applique strictement les dispositions du décret SMAD. Les services en question donc, sont tenus de nous déclarer ce qu'ils ont réalisé au titre des dispositions de la convention et du règlement. Ça nous amène à être tout à fait exigeants à leur égard. Je pense à l'un des acteurs principaux et principaux contributeurs avec lesquels on a eu des échanges nourris qui les ont obligés à bouger sur leur ligne. Nous connaissons bien les préoccupations qui peuvent s'exprimer, qui ne sont pas homogènes entre le monde de l'audiovisuel et le monde du cinéma. Les conventions qu'on a conclues sont une première étape. Elles sont conclues pour 3 ans. Elles ne préjugent pas d'accords interprofessionnels. Il y a d'ailleurs des négociations qui sont en cours, qui pourront, et je le souhaite, venir enrichir les conventions. Il y a d'autres éléments de débat qui sont en toile de fond, comme vous le savez, qui ont trait à la chronologie des médias. Il ne faudrait pas que ces acteurs ou certains d'entre eux prennent des postures trop raides dans cette approche. Je pense que tout le monde a intérêt à jouer le jeu de la négociation et de la négociation interprofessionnelle. C'est l'intérêt des plateformes, parce qu'on voit bien que dans leur modèle, exposer des contenus nationaux est un moyen de fidéliser leurs abonnés, d'élargir leur base. C'est l'intérêt de la filière, d'avoir des financements supplémentaires. Et en tout cas, comme régulateur, nous sommes en dialogue avec les différents acteurs. Si à un moment, il faut faire bouger les paramètres ou aller plus loin, et voire éventuellement de faire bouger la loi, on reviendra vers vous.
Madame la sénatrice, alors c'est bien sûr un enjeu très, très important pour nous, les contenus haineux. Pour nous, la priorité maintenant, c'est la mise en œuvre du texte européen, le DSA. C'est pour ça qu'on souhaiterait que l'autorité nationale qui sera en charge de la mise en œuvre du DSA, et vous avez compris que nous ne serions pas opposés à être cette autorité, puisse, en liaison avec les autres, puisse être désignée rapidement, parce que c'est un texte complexe, il faut s'y adapter, il faut anticiper. Il y a une forte attente de nos concitoyens sur ces sujets de haine en ligne et de contenu illicite. En tout cas, c'est un chantier sur lequel on souhaite s'impliquer très fortement. Merci, Monsieur le Président, pour vos Merci à vous, réponses Monsieur le toujours Président. très précises et complètes à nos interrogations. Et c'est vrai que le sujet a une actualité permanente et je ne doute pas que nous aurons sans doute l'occasion de vous réinterroger, notamment sur la partie audiovisuelle. Merci beaucoup en tout cas de cette présentation.